Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ce soir, c'est une conférence un petit peu particulière parce qu'il ne vous a pas échappé que demain, c'était le 8 mars. Et donc, du coup, j'ai pris une autre casquette que celle d'astrophysicienne au CRAL. J'ai pris celle de vice-présidente de l'association Femmes et Sciences, qui est une association dont le but est à la fois de promouvoir les sciences auprès des jeunes et en particulier des jeunes filles, et de promouvoir les femmes scientifiques. Et c'est cet aspect-là de l'invisibilisation des femmes en astro que je vais plutôt développer ce soir. Donc, tout d'abord, pour savoir de quoi on parle, vous avez peut-être déjà entendu parler de cet effet qu'on appelle l'effet Matilda, qui masque en fait une contribution constante dans l'histoire de l'astronomie, contribution constante des femmes, qui a été très largement ignorée, voire oubliée. Et c'est pas quelque chose qui est propre à l'astronomie, c'est quelque chose qui est tellement fréquent qu'on lui a donné un nom. C'est Margaret Rossiter qui lui a donné ce nom-là. C'est une historienne des sciences et qui caractérise donc cette minimisation récurrente, voire allant jusqu'au déni de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, leurs travaux étant soit minimisés, soit carrément attribués à leurs collègues masculins. Et ce nom de l'effet Matilda a été donné par Margaret Rossiter en hommage à Matilda Gage, qui était une écrivaine féministe qui a lutté contre toutes les formes d'oppression et d'invisibilisation des femmes. Et cet effet Matilda, en fait, il part du constat que les scientifiques les plus connus, c'est quelque chose qui avait déjà été fait pour les hommes d'une façon générale. Les scientifiques les plus reconnus bénéficient d'une reconnaissance qui est disproportionnée par rapport à leur contribution réelle aux travaux, et ça aboutit à une concentration des ressources, que ce soit en moyens humains ou en moyens financiers, qui est déséquilibrée par rapport à leur valeur réelle. Et pour les hommes, ça avait été appelé l'effet Matthew, en lien avec le verset de l'Évangile selon saint Matthieu qui dit « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc c'était à cause de cela que ça avait été appelé l'effet Matthew. Et quand Margaret Rossiter l'a étudié plus spécifiquement en s'appliquant aux femmes, elle a vu que c'était encore décuplé quand il s'agissait de femmes, elle l'a féminisé, entre guillemets, en appelant ça l'effet Matilda. Je reviendrai sur cet effet Matilda avec quelques exemples de femmes que vous avez ici, mais on le verra tout à l'heure. Alors, des femmes dans l'astronomie, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu depuis la plus haute antiquité. Il y a des femmes qui ont contribué à l'avancée des connaissances en astronomie. Et les premières, évidemment, faisaient des observations de position des astres, d'essayer de définir quels étaient les possibles systèmes des mondes, comment fonctionnaient les éclipses et tout ça. Et la première dont nous ayons une trace tangible avec des tablettes cunéiformes, c'est Enheduanna, qui était princesse et prêtresse d'Inanna et de Ningal dans la cité d'Ur en Mésopotamie, et dont on a gardé donc des écrits parce qu'elle était poétesse aussi, et du fait de sa fonction de prêtresse des dieux de la lune et du soleil, faisait en fait des observations astronomiques de façon extrêmement régulière pour les besoins du roi. Après Enheduanna, évidemment, on va pas faire une liste exhaustive de toutes les femmes, on y passerait la nuit, vous en auriez marre et moi aussi, mais je vais prendre juste quelques jalons comme ça. Et il y a, donc on fait un grand saut puisqu'on passe au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a Aglaonique de Thessalie qui, d'après Plutarque, était une astronome qui avait compris le système des éclipses
et de ce fait commandait à l'astre de passer dans l'ombre de la Terre. Et bien évidemment, si elle commande à la Lune ou au Soleil, et ben du coup, ce qui va avec, c'est d'être considérée comme une sorcière. Donc, c'est pas franchement plaisant, mais elle était vraiment à l'époque reconnue comme ayant vraiment des connaissances en astronomie. Une figure absolument incontournable des femmes scientifiques de l'histoire, c'est Hypatie d'Alexandrie, qui était la fille de Théon d'Alexandrie, qui était directeur de la bibliothèque d'Alexandrie et qui avait créé ce qu'il appelait une académie à l'époque. Et son père avait pris conscience des qualités intellectuelles supérieures de sa fille et l'avait éduquée exactement comme ses fils. Et elle était vraiment extrêmement brillante en mathématiques, mais pas seulement, en astronomie aussi, en philosophie. Elle a fait des tas de choses, elle a fait des commentaires sur l'Almageste de Ptolémée, elle a fait un traité sur l'astrolabe, elle en a construit un aussi. Elle a présenté le système héliocentrique, alors qu'à l'époque, c'est le système géocentrique depuis Ptolémée qui était considéré comme le système des mondes. Géocentrique, c'est la Terre au centre de l'univers et toutes les planètes qui tournent autour. Héliocentrique, c'est le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour. Et Ptolémée, qui avait mis en avant ce système géocentrique et avait réussi à le faire accepter, a été à l'origine d'une erreur qui a duré jusqu'à Copernic. Mais il y avait des personnes à l'époque qui n'étaient pas complètement persuadées que le système géocentrique était le bon, et Hypatie fait partie de ces personnes-là. Elle était extrêmement connue, elle avait pris la suite de son père après sa mort pour donner les cours dans l'académie, et on venait apparemment de très loin pour l'écouter. Seulement, elle a eu le malheur de vivre à partir du moment à peu près à l'époque où les chrétiens montaient en nombre dans le monde grec, et elle s'est trouvée à une époque où il y avait des tensions religieuses entre le groupe de chrétiens à Alexandrie et le préfet, qui était donc considéré comme païen. Elle-même était considérée comme païenne puisqu'elle ne s'était pas convertie. Et ces tensions se sont focalisées sur elle. Ça a été vraiment la bouc émissaire, parce que non seulement elle était païenne, mais en plus, elle essayait de convaincre ses concitoyens de faire une séparation très nette entre les sciences et la religion. C'est quelque chose qui date, voyez-vous. Et ça n'a pas plu du tout aux chrétiens, qui l'ont sauvagement assassinée en 415. C'est vraiment une fin qui a été abominable. Je vais faire un grand saut, bien qu'il y ait eu quand même des femmes, non pas dans le Moyen-Âge occidental, c'était surtout les religieuses dans les couvents et tout ça, comme Hildegarde de Bingen et des personnes de ce genre. Et puis il y a eu d'autres femmes dans le monde arabe, mais le Moyen-Âge correspond quand même à une période assez peu productive en sciences. Par contre, dès la Renaissance, avec l'explosion de toutes les connaissances scientifiques, on retrouve de nouveau la présence des femmes, et il faut quand même vous souvenir que à cette époque-là, les filles sont toujours exclues du système éducatif. Il n'y a pas de système éducatif prévu pour les filles. Et le seul accès qu'elles puissent avoir à l'éducation, c'est selon la bonne volonté de leur père, de leur frère, de leur mari. Et donc, ça veut dire quand même qu'on a une sélection extrêmement féroce. Et les femmes qui ont réussi à passer outre ces conditions extrêmement difficiles, il faut bien se rendre compte que c'était vraiment des femmes exceptionnelles, ou qui étaient dans un environnement assez exceptionnel, mais qu'il y en a eu certainement beaucoup plus
qui sont restés dans l'ombre, qui n'ont pas publié, dont on n'a pas vraiment de preuves tangibles de leurs travaux. Donc, à cette époque-là, on est toujours sur l'observation des astres, alors de façon bien plus précise que dans l'histoire, dans l'Antiquité. On fait aussi les calculs des éphémérides, des calendriers. On commence à constituer des catalogues d'observations. Et je vous donne ici l'exemple de quelques femmes vraiment absolument remarquables. Sophie Brahe, par exemple, qui est la sœur de l'astronome très connu Tycho Brahe, qui a eu comme élève Kepler, qui s'est basé sur les observations. Nous, on nous apprenait de Tycho Brahe, mais en fait, les observations de Tycho Brahe, c'était des observations de deux personnes, puisque c'était celles de Sophie et Tycho Brahe. Et grâce à la précision de ces observations extrêmement méticuleuses, Kepler a réussi à sortir ces 3 lois du mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, pour en revenir à Sophie Brahe, dès sa jeunesse, elle s'intéresse aux travaux de son frère. Elle est plus jeune que son frère, elle s'intéresse à ses travaux, mais son frère est quand même extrêmement dans l'idée de l'époque, et donc une femme, ça ne fait pas des sciences. Donc il n'est pas trop d'accord, puis de toute façon, elle va se marier, enfin on va la marier, mais son mari a bon goût de mourir quelques années après, donc elle se retrouve veuve avec un peu d'argent, ce qui lui laisse la possibilité d'être un peu indépendante. Et elle recommence à s'intéresser aux travaux de son frère, qui finit par se rendre compte de ses qualités et de voir que effectivement il peut vraiment compter sur elle pour faire des observations extrêmement précises et fiables. Et donc, elle va faire des observations qui vont servir à Kepler pour sortir ces 3 lois et faire la rédaction des tables, ce qu'on appelle des tables rudolphines. À peu près à la même époque, on a aussi Maria Kunitz, qui est tombée totalement dans l'oubli de l'histoire, alors que, à l'époque, elle était extrêmement connue. Elle avait une réputation au niveau européen parce que elle avait publié cet ouvrage Urania Propria, oui, pardon, qui en fait constitue une simplification des tables rudolphines, c'est-à-dire elle avait développé une méthode plus simple que celle de Kepler pour calculer la position d'une planète autour du Soleil en fonction du temps. Et les calculs, ils se faisaient à la main. Donc une méthode plus simple pour le faire, c'était toujours très très apprécié. Et l'idée géniale qu'elle a eue, c'est qu'elle a publié son ouvrage non seulement en latin, comme c'était la langue générale de l'époque, mais aussi en allemand. Et du coup, il a été d'accès beaucoup plus facile et il s'est très largement diffusé en Europe, ce qui lui a donné donc cette réputation extrêmement connue. Elle était considérée à cette époque-là comme étant l'astronome la plus talentueuse depuis Hypatie d'Alexandrie. Donc vous voyez que même quelqu'un qui, à l'époque de la Renaissance, était connu sur toute l'Europe, eh bien, 300 ans, 400 ans après, on n'en a plus du tout le moindre souvenir. D'autres exemples de ces femmes, oui, j'ai oublié de vous le dire, qui avaient à qui on a collé l'étiquette vraiment pas très flatteuse d'aide domestique, parce que effectivement, c'était des femmes qui ne pouvaient pas travailler de façon indépendante. Elles travaillaient avec le frère, avec Maria Winkelmann, c'était avec son mari. Caroline Herschel, c'était aussi avec son frère. Maria Kunitz, c'était aussi avec son mari, etc. Enfin, son deuxième mari, parce que le premier était pas d'accord du tout. Donc Maria Winkelmann, elle était la femme du directeur de l'observatoire de Berlin, et de la même façon, elle participait aux observations, qui étaient des observations régulières. Hein. À l'époque, astronome, ça voulait dire
faire des observations chaque fois que la météo le permettait. Et elle participait aussi au calcul des calendriers. Donc chaque fois, ce sont des femmes qui ont des compétences mathématiques qui sont affirmées. Et à la mort de son mari, elle trouve tout à fait normal, puisqu'il avait été malade assez longtemps avant de mourir et que c'est elle qui avait continué à faire toutes les observations et les calculs qu'il fallait pour produire les éphémérides au roi de Prusse. Elle demande à avoir le poste de directrice de l'Observatoire de Berlin. Scandale absolu, hors de question de donner ça à une femme. Et le poste est donné à Johann Hofmann, qui n'a absolument pas les compétences de Maria Wickelmann, et qui a l'audace, il s'en rend compte, bien sûr, et il a l'audace de proposer à Maria d'être son assistante et de faire les calculs pour lui, publiés bien évidemment sous son nom à lui, pas sous son nom à elle. Donc elle dit non, et elle part pendant quelques années chez le tsar de Russie qui l'accueille et vers lequel elle fait les travaux qu'elle avait fait déjà à Berlin. À la mort de Hofmann, c'est son fils qui devient le directeur de l'Observatoire de Berlin. C'est toujours pas elle, mais là, l'amour maternel fait que elle revient quand même à Berlin et elle va jusqu'à la fin de sa vie travailler pour son fils. Et le pire encore, c'est que 2 de ses filles vont également travailler pour le frère. Donc c'est vraiment une situation qui est totalement caractéristique de l'époque où les femmes sont utilisées pour leurs compétences, mais vraiment toujours sous le chapeau d'un homme. Caroline Herschel, alors c'est la sœur de William Herschel. Si vous faites un peu d'astronomie amateur, vous devez connaître ce grand personnage. Et Caroline Herschel, son histoire est très triste au départ parce que elle a attrapé le typhus en étant jeune et ce qui a bloqué sa croissance. Et donc du coup, sa mère a considéré que étant pas mariable, elle pouvait devenir la bonne de la maison. Ce qu'elle a été, apparemment, c'était vraiment Cendrillon. Et William Herschel, qui avait migré en Angleterre, est revenu une fois dans sa famille et a été absolument effaré de l'état de santé de sa sœur. Et il a dit à sa mère, je la prends avec moi, je la ramène avec moi. Avec tout l'amour dont débordait la mère de Caroline et de William, elle n'a pas perdu le nord parce qu'elle a dit oui d'accord, mais si tu me prends ma bonne, il faut m'en payer une. D'accord. Donc William a payé pour une bonne de sa mère et emmené sa sœur en Angleterre, qui lui a voué une dévotion pendant tout le reste de sa vie et qui a travaillé mais de façon colossale avec lui. Elle a participé à polir les miroirs de télescope, à construire les télescopes, à faire les observations le soir, la nuit, le matin, comme elle était au service, elle s'estimait elle-même au service de son frère. Donc, pendant qu'il dormait dans la journée, elle faisait les calculs. C'était vraiment quelque chose de remarquable. Et là encore, les énormes observations de William Herschel, en fait, c'est des observations à 4 mains. Et elle a fini, au bout de relativement peu de temps, à faire des observations elle-même, et elle a découvert seule 8 comètes, et elle a doublé le nombre de nébuleuses connues. Et puis, c'est absolument remarquable pour ça, encore une fois, une femme qui était extrêmement reconnue à son époque, et qui pourtant a été oubliée par la suite dans l'histoire, puisqu'elle est la première femme au monde à être rétribuée pour des travaux scientifiques. Le roi d'Angleterre lui donne une pension pour être l'assistante de son frère. Elle est également la première femme à recevoir la médaille d'or de la Royal Astronomical Society et c'est vraiment quelqu'un qui est
tout à fait reconnue à son époque et dont on ne comprend pas pourquoi elle a été totalement occultée dans les siècles qui vont suivre. Pour cette époque de la Renaissance, j'irai pas plus loin, mais je suis très très loin d'avoir parlé de tout. Il y a Elisabeth Hevelius, Fatima de Madrid, Jeanne Dumay, etc., qui mériteraient tout autant qu'on parle d'elle, mais je vais pas passer plus de temps que ça maintenant. Quand on arrive au XVIIIe, XIXe siècle, les femmes sont toujours bien évidemment présentes, et là elles ont changé de dénomination, c'est plus les aides domestiques, on les appelle les calculatrices. C'est pas forcément tellement mieux, mais on utilise leurs compétences en maths pour toujours faire des calculs de trajectoire et des prédictions d'orbite, prédictions du retour de la comète de Halley, etc., des choses de ce genre. Et parmi ces calculatrices, il y en a une tout à fait remarquable qui est Émilie du Châtelet, qui est une mathématicienne hors pair. Pareil, son père avait tout à fait compris ses talents remarquables, ses compétences scientifiques remarquables, et l'avait du coup éduqué comme ses fils. Et l'histoire, pourtant, n'a retenu d'Émilie du Châtelet, en général, quand on la connaît, c'est surtout l'atmosphère un peu sulfureuse autour de sa relation avec Voltaire, alors que elle a fait des choses absolument époustouflantes. Elle a fait une très importante correspondance avec tous les savants de l'époque, et elle est la première femme à avoir fait une expérience, l'expérience qui a prouvé que ce qu'on appelait la force vive à l'époque, qui avait été définie par Leibniz, elle, par l'expérience, a prouvé que c'était effectivement proportionnel à la masse et la vitesse au carré de l'objet. La force vive, c'est ce qu'on appelle maintenant l'énergie cinétique, donc proportionnelle à mv au carré. Et puis, son énorme travail, c'est la traduction en français des Principia Mathematica de Newton, c'est-à-dire de sa théorie de la gravitation. Elle est la première à avoir traduit cette théorie de Newton en français. Donc, elle avait appris aussi l'anglais, puisqu'elle elle avait voulu partir des notes de Newton, elle l'avait traduit, elle l'avait appris en anglais. Et c'est quelque chose qui c'est publié en 1745, et c'est quelque chose son ouvrage va faire date pendant plus de 180 ans. Ça va être la meilleure traduction en français pendant toute cette période. De l'autre côté de la Manche, il y a Mary Somerville, qui elle aussi est quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est le précepteur de ses frères qui s'en est rendu compte un jour où, parce que les frères étaient éduqués par un précepteur, et leur sœur était à côté de la fenêtre en train de faire ses travaux d'aiguille, jusqu'au jour où il y a un des frères qui donne une mauvaise réponse au précepteur, et Marie, en train de coudre comme ça, grommelle en disant « Mais non, c'est complètement faux, la réponse c'est ça ». Et le précepteur, il le regarde comme ça, en disant En fait, en faisant sa couture dans le coin de la pièce, elle avait totalement assimilé les cours que le précepteur faisait à ses frères. Alors le précepteur lui a donné les écrits d'Euclide pour qu'elle les apprenne, mais ses parents se sont rendus compte qu'elle développait effectivement des compétences comme ça. Elle allait à la bibliothèque, dans la bibliothèque de son père régulièrement chercher des ouvrages, et ça leur a pas plu du tout, parce que essayer de marier une femme éduquée, c'est plus possible. Donc ils lui interdisent l'accès à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les bouquins en secret, elle les lit le soir dans sa chambre. Sauf qu'à l'époque, l'éclairage, c'est encore la bougie. Donc si vous lisez vos livres le soir, ça veut dire que vous allez consommer beaucoup de bougies. Vos parents vont s'en rendre compte. Donc ils vont lui piquer les bougies, enfin lui limiter les bougies. Donc ils finissent par la marier parce que vraiment il n'y a plus rien à en faire. Et là encore, elle a de la chance parce que, enfin elle a de la chance dans son malheur, hein, parce que elle est mariée à un officier de marine qui ne voit absolument pas
d'un bon œil qu'une femme soit éduquée, donc interdiction stricte chez elle de faire quoi que ce soit de ce genre. Heureusement, il meurt 4-5 ans plus tard, et donc elle se retrouve tranquille, et elle peut étudier à sa guise, et elle comprend, elle traduit, et elle complète la mécanique céleste de Laplace. Donc, elle a appris le français pour faire ça, et elle a dit elle-même que, en fait, elle l'avait traduit, et elle avait trouvé que les explications de Laplace n'étaient pas suffisantes, donc elle s'était permis d'ajouter les démonstrations aux équations de Laplace quand elle estimait que ça manquait. Donc, vous voyez un peu le niveau de sa compréhension. Et d'ailleurs, Laplace lui dira un jour, vous faites partie des des seules 3 femmes qui ont compris ma mécanique céleste, vous, Madame Miss Somerville, Caroline Herschel et une Miss Gregg dont je ne connais rien. Or, la Miss Gregg, c'était elle, parce que c'était le nom de son premier mari. Elle s'appelait Gregg avant de s'appeler Somerville. Donc, en fait, voilà, c'était les 2 seuls qui avaient compris. Et elle est nommée, elle, membre honoraire, elle ne reçoit pas la médaille d'or. Et puis, ça vous étonnera pas qu'à la fin de sa vie, elle a signé une pétition pour essayer d'obtenir le droit de vote des femmes. Donc, son expérience avait dû vraiment lui faire comprendre à quel point c'était difficile. Au XIXe siècle, on commence à avoir des possibilités d'observation qui sont bien plus intéressantes, en particulier la spectroscopie, et on va se retrouver assez rapidement avec une quantité de spectres stellaires qu'il va falloir étudier et qu'il va falloir essayer de comprendre. Et là, on tombe sur la contribution absolument gigantesque d'un grand nombre de femmes, elles étaient à peu près 80, qui ont fait des observations de centaines de milliers de spectres et qui ont juste été appelés les Harvard Computers. C'était à l'université d'Harvard que, effectivement, un astronome qui lui avait son poste et tout ça, s'était rendu compte des compétences de certaines des femmes de son entourage et avait fini par en employer une quantité absolument considérable, et il ne se cachait pas du tout. Il a même écrit, parce qu'il incitait ses collègues à faire pareil en disant que les femmes sont capables de réaliser autant de bon travail routinier que les hommes, et pour le même montant, 3 à 4 fois plus d'assistantes peuvent être employées. Au moins, ça a l'avantage d'être honnête. Donc, ce sont des femmes qui sont payées moins que des secrétaires et qui n'ont jamais été appelées astronomes, juste des computers. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement dévalorisant. Et pourtant, la physique stellaire leur doit quasiment tout. Elles ont contribué à la classification des types spectraux, à la découverte, en fait, la mise en place d'une classification spectrale d'étoiles que l'on a toujours et qui est la base du diagramme, ce qu'on appelle le diagramme HR, le diagramme Hertzsprung-Russell. C'est ces femmes qui ont abouti à cette classification et qui ont permis une étude de la physique stellaire qui est toujours d'actualité. Alors la première de ces femmes, c'est Wilhelmina Fleming, qui était la servante et préceptrice des filles de Pickering, et paraît-il qu'un jour, en se disputant avec un de ses assistants, il lui aurait dit mais ma servante ferait mieux que vous. Et donc il a joint le geste à la parole et il a fait venir Wilhelmina Fleming pour faire les calculs à la place de son assistant. Et effectivement, elle s'est très très bien débrouillée. Et c'est elle qui commence à mettre en place cette classification des étoiles qui est fonction de la force des raies d'hydrogène qui sont plus ou moins brillantes, plus ou moins proéminentes selon les types des étoiles. Ensuite, je vais vous en donner juste quelques-unes, encore une fois.
Antonia Maury, c'en est une autre. Elle est la nièce d'un astronome qui s'appelle Henry Draper et pour lequel Pickering travaillait. Et donc, de ce fait-là, elle pouvait peut-être se permettre davantage de rébellion. Elle a claqué plusieurs fois la porte de Harvard parce que elle voulait avoir son nom sur les publications et bien sûr, Pickering ne voulait pas. Donc, elle va claquer la porte une première fois, retourner chez ses parents qui vont lui dire non mais ça va pas du tout, tu fais pas un truc comme ça, t'y retournes. Et elle est 3 fois comme ça, elle a claqué la porte. Et sa contribution, c'est pareil, elle est absolument majeure puisque elle va créer une classification qui est fonction là de l'élargissement des raies, que l'on sait maintenant être due à la densité des étoiles, donc une façon de mesurer le diamètre des étoiles, par un système qui par la suite sera adopté par l'Union astronomique internationale. La plus remarquable d'entre toutes, c'est peut-être Annie Cannon, qui va traiter à elle seule 350 000 spectres d'étoiles. Vous la voyez travailler ici sur la plaque, c'était des plaques photographiques à l'époque, des plaques de verre. Ça ressemble à ça, les spectres. Hein. Et c'est sur ces petits rectangles-là qu'elle remarquait qu'il y avait des raies plus ou moins fines, plus ou moins étroites, à différentes positions, etc. Elle se crevait les yeux sur... Alors, elles avaient des loupes, oui, d'accord, mais enfin, quand même. Traiter 350 000 spectres à partir de données comme celle-ci, il faut vraiment avoir une sacrée habitude pour réussir à le faire. Et Annie Cannon, il y a un expert qui en 1911 s'insurge en disant que auprès de l'université de Harvard pour dire que ne pas avoir octroyé de poste à l'experte mondiale sur la spectroscopie stellaire était proprement scandaleux. Mais elle n'aura ce poste que à 75 ans, 3 ans avant sa mort. L'université de Harvard n'avait pas peur du ridicule. Hein. Parmi les Harvard Computers, les autres, il y en a tout à fait remarquables aussi, comme Cecilia Payne, qui est la première à avoir émis l'idée que les étoiles étaient composées non pas comme la Terre, mais principalement d'hydrogène. Elle travaille sous la direction de Russell, qui ne croit pas du tout à ça. Il lui dit mais non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Russell travaillait avec Shapley, c'est des astronomes très très connus, qui lui non plus ne croyaient pas que les étoiles étaient composées d'hydrogène. Et pourtant, elle continue ses travaux et Russell va publier un article remarquable 4 ans plus tard qui fait état du fait que les étoiles sont composées principalement d'hydrogène. Donc, l'effet Matilda dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, il est vraiment en plein là-dedans. Elle est aussi la première qui donne l'explication de ces types spectraux qui, en fait, sont dus à la température différente des étoiles. Et en 56, elle obtient quand même un poste et elle est chef du département. Elle va donner des cours à Harvard de façon assez précoce, mais les cours qu'elle donne ne sont pas référencés sur la liste officielle des cours dispensés à Harvard. C'est vraiment complètement fou. Henrietta Leavitt, c'est alors elle une personne extrêmement discrète qui fait un travail de fourmi sur la photométrie des étoiles du petit nuage de Magellan, c'est une galaxie satellite de la nôtre, et qui met en évidence une relation entre la période de variation de ces étoiles variables, les étoiles céphéides sont des étoiles variables, et la magnitude apparente de ces étoiles. Sauf que toutes ces étoiles appartiennent au nuage de Magellan. Donc, vues depuis la Terre, elles sont toutes à peu près à la même distance, de 17 000 années-lumière. Donc, la magnitude apparente de ces étoiles peut être liée à la magnitude absolue. Et cette relation est absolument fondamentale parce que du coup, quand on observe une étoile céphéide dans une autre galaxie plus lointaine,
grâce à cette relation qu'on appelle période luminosité des céphéides, on peut avoir accès à la distance de la galaxie. Et c'est vraiment la première loi qui donne une profondeur à l'univers. La loi de Leavitt. Alors, on l'appelle relation période luminosité des céphéides. On peut se demander si Leavitt avait été un homme, est-ce que ça s'appellerait pas plutôt la loi de Leavitt, hein? Mais bon. Et pour ça, elle est proposée pour le prix Nobel en 1926. Et quand Harvard est contacté pour faire dire que Henrietta Leavitt est proposée au prix Nobel, eh bien le directeur envoie un courrier en disant mais désolé, elle est morte depuis 4 ans. Mais vous savez, je suis tout à fait, c'est moi qui ai continué ces travaux et d'abord je l'encadrais, donc c'est tout à fait moi qui peux recevoir le prix Nobel. Bon, mais il l'a pas fait, il l'a pas eu. Mais c'est pour vous dire à quel point elle pouvait être discrète. Alors, à partir du XXe siècle, on commence enfin à avoir des astronomes professionnels. En France, la première astronome professionnelle, c'est Edmée Chandon, qui a été astronome à l'Observatoire de Paris. Enfin, elle a eu un poste, hein. Elle a commencé stagiaire, bien sûr, et après, elle a été assistante. Et c'est quelqu'un pareil d'extrêmement brillant. Elle est reçue première à l'agrégation de mathématiques en 1908, alors que je vous rappelle que l'accès à l'université pour les femmes, c'est en 1924. Donc, elle a fait toute sa préparation à l'agrég en allant pas plus loin qu'un lycée pour jeunes filles qui ne faisait pas de cours de mathématiques au-delà de l'arithmétique de base et pas de cours de sciences. Et elle est totalement autodidacte là-dessus et pourtant elle est reçue première à l'agrégation de mathématiques. À Lyon, nous avons la deuxième femme astronome, avoir eu un poste d'astronome en France, c'est l'année suivante, c'est Calixtina Bach, qui a fait énormément d'observations à la lunette méridienne de l'observatoire. Vous la voyez en photo ici à côté de la lunette méridienne. Et cette lunette méridienne est maintenant au musée des Confluences. Elle était dans le bâtiment qui est bâtiment méridien, qui est en face du bâtiment d'accueil où vous êtes passé tout à l'heure. Vous pouvez la voir au musée des Confluences, elle n'est plus dans le bâtiment ici. Et elle a fait énormément d'observations aussi à l'équatoriale Coudé. Je reviendrai dessus après. Une autre astronome remarquable, il y en a eu plusieurs, hein, je ne vais pas les faire toutes, mais une astronome tout à fait remarquable aussi à l'Observatoire de Lyon, c'est Marie Bloch, qui entre stagiaire en 1926. Elle est repérée par le directeur de l'époque qui note ses compétences dans son cours d'astronomie. Et elle a fait ses études à une école qui a été développée par Herriot, École technique des jeunes filles de Lyon, qui permettait donc à ces jeunes femmes de suivre des études puisqu'elles n'avaient pas encore le droit le lycée pour jeunes filles ne menait pas au baccalauréat. Elle entre comme stagiaire, il faut attendre 6 ans pour qu'elle ait un poste, devenir assistante astronome. Et comme Calixtina, en 1941, c'est 41 je crois, la loi de Vichy, non 40, le 11 octobre 40, elle est victime de la loi qui oblige les femmes mariées à quitter leur poste, et Calixtina Bach en plus interdiction aux juifs d'occuper des postes dans la fonction publique. Donc Marie va passer le reste de la guerre cachée à travailler pour une entreprise privée, et elle reviendra après la guerre. Elle sera réintégrée dans son poste après la guerre, où elle continuera à faire des observations extrêmement intéressantes, en particulier en spectroscopie. Et en 1960, elle obtient un prix assez prestigieux de l'Académie des sciences, c'est le prix Lalande.
Et elle a eu un nombre de publications absolument colossal pour l'époque. Elle a plus de 150 publications, en particulier sur la spectroscopie stellaire. Et elle sera la première femme de France à être nommée astronome titulaire en 1965. Vous voyez qu'il a fallu quand même ramer pendant bien longtemps. Si on retourne au niveau mondial, oula, il faut que j'avance. Des femmes absolument remarquables, mais je passerai plus vite ici. C'est Margaret Burbidge, qui pendant la guerre, c'est une Anglaise, elle travaille en Angleterre et pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme les hommes ont dû rejoindre l'armée, eh bien, elle est promue, enfin, on lui demande de devenir directeur de Greenwich, de l'observatoire de Greenwich. Mais, au retour, à la fin de la guerre, au retour des hommes, on lui demande de relaisser la place, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle continue sur un poste qu'elle avait tenu de façon tout à fait honorable pendant des années. Elle migre aux États-Unis avec son mari Geoffrey, et elle est la première à pouvoir faire des observations à l'observatoire du Mont Wilson en 1955, alors que l'observatoire est interdit aux femmes. Les femmes astronomes n'ont pas le droit de faire des observations au télescope. La morale leur éprouverait bien sûr de passer des nuits au télescope avec des hommes, voilà. Mais elle est acceptée comme étant assistante de son mari, et alors que c'est elle qui mène les travaux. Elle publie un article extrêmement célèbre sur la formation des éléments les plus légers qui sont synthétisés au sein des étoiles. Elle est la deuxième femme, vous vous souvenez, la première, c'était qui? Caroline Herschel. Elle est la deuxième femme à recevoir la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 2005. Une que j'aime beaucoup, c'est Vera Rubin. Vera Rubin, c'est une femme qui est pareil, des compétences vraiment remarquables. Et c'est une observatrice, donc elle a besoin d'avoir accès au télescope, et c'est toujours interdit aux femmes. Et pour faire des observations au Palomar, elle est obligée de passer aussi par les Burbidge, qui disent que oui, c'est l'assistance, encore une fois, de Geoffrey Burbidge, et donc elle peut faire des observations. Mais comme ça l'énerve beaucoup, elle demande pourquoi c'est interdit aux femmes, et on lui dit que c'est parce qu'il n'y a pas de toilette pour les femmes. Eh ben, qu'à cela ne tienne, le lendemain, elle vient avec une feuille sur laquelle elle a marqué « Women », et elle le colle sur une des toilettes du truc en disant « Bon, cette fois-ci, je peux faire des observations ». Elle n'a pas pu tout de suite, mais ça a effectivement fait beaucoup évoluer des choses. Vera Rubin, c'est quelqu'un qui a fait progresser énormément les choses. Elle a, avec ses observations de la courbe de rotation des galaxies, elle a mis en évidence la première évidence de quelque chose qu'on appelle la matière noire. Mais elle avait des convictions extrêmement marquées. En particulier, elle disait « Je vis et je travaille en partant de 3 principes. Il n'existe aucun problème scientifique qu'un homme peut résoudre et qu'une femme ne pourrait pas. » Et ça, c'est vraiment une phrase que j'aime bien. Et d'autre part aussi, à l'échelle de la planète, la moitié des neurones appartiennent aux femmes, enfin se trouvent dans le cerveau des femmes, quand on traduit littéralement. Donc c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Et hélas, elle n'a pas eu le prix Nobel, alors qu'elle l'aurait tout à fait mérité. Jocelyn Bell, c'est encore une autre figure emblématique de l'astronomie. Elle est la première à avoir découvert, avec le radiotélescope qu'elle a construit pendant sa thèse, elle a détecté un signal particulier et qui revenait toutes les 23h56. Et du coup, elle va en parler à son directeur de thèse, qui n'y croit pas du tout, qui lui dit qu'il faut qu'elle apprenne à traiter correctement ses données. Et comme elle est tenace, elle dit si, il y a quelque chose, etc. Elle avait raison puisque elle venait de découvrir le premier pulsar, mais
c'est son directeur de thèse avec des collègues qui publient les choses. Et du coup, c'est son directeur de thèse qui, en 1974, a le prix Nobel pour ça. Et comme on est en 74, ça fait quand même des vagues. Il y a une polémique violente qui est menée par Fred Hoyle, un astronome américain très très connu, qui trouve ça absolument scandaleux. Mais le jury Nobel restera droit dans ses bottes et ne changera rien. Donc, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il reste des femmes dans l'histoire de l'astronomie, si vous tapez, vous faites une recherche astronome dans l'histoire, astronome c'est épicène, hein, donc on vous dit pas femme ou homme. Eh bien, quand j'ai fait le truc, il est sorti une femme, Henrietta Leavitt. On peut se dire waouh, mais elles sont où les femmes là-dedans? Et on se rend compte effectivement que l'histoire de l'astronomie, comme l'histoire des sciences, est une histoire d'exclusion et qu'il est important de redonner toute la place qu'elle mérite aux femmes qui ont participé à l'avancée de l'astronomie. Et avec un petit peu de bonne volonté, on aurait tout à fait pu écrire l'histoire de l'astronomie sous cet aspect-là. Et encore une fois, hein, il y en a bien d'autres. Et l'important, ça aurait été que ça aurait permis à des jeunes filles d'avoir des modèles de référence féminine et de pouvoir se dire ah oui, ça peut être aussi un métier pour moi. Et cette invisibilisation des femmes, je vous le disais, il joue à tous les niveaux, y compris au niveau du prix Nobel. Il faut savoir que les prix Nobel de sciences, alors déjà dans les prix Nobel dans un ensemble, il n'y en a pas beaucoup, hein, 6,7% de femmes. Mais si on prend que médecine, physique et chimie, 3,9% de femmes. 3,9% de femmes. Et pourtant, Rosalind Franklin, ses travaux sont à la base de 2 prix Nobel, auxquels elle n'est pas associée. Lise Meitner est à la base de travaux pour un prix Nobel auquel elle n'est pas associée. Esther Lederberg, etc. Décidue soit Jocelyn Bell. Vraiment, c'est absolument scandaleux parce que de nombreuses femmes auraient mérité d'être associées à ces prix Nobel. Alors, si on va jusqu'en 2024, on s'améliore un petit peu parce qu'en 2023, il y a eu pas mal de femmes et on est monté à 6,7. Mais en 2024, ils avaient estimé certainement que c'est bon, ils avaient fait le job, on avait pris 2 femmes en 2023, ça suffisait. Donc, 0 femme. 0 femme dans les prix Nobel de sciences en 2024, ce qui a fait chuter le nombre. On est sur des nombres tellement petits, 6,7, on est passé à 6,3. Bon, ok, d'accord, vous allez dire invisibilisation des femmes, c'est du passé, maintenant c'est beaucoup mieux. Sauf que, le prix Nobel de médecine 2024 a été attribué, entre autres, à monsieur Victor Ambros, que vous voyez là, et le lendemain de la nomination, le comité Nobel lui-même a fait un post sur les réseaux sociaux pour dire que il félicitait le lauréat, machin, blabla, Victor Ambros. Et ce matin, il célèbre la nouvelle de son prix avec sa collaboratrice et épouse, Rosalind Lee. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est le comité Nobel qui l'a écrit. Qui est aussi la première autrice de l'article cité par le comité Nobel pour attribuer le prix. Donc, le comité Nobel, en 2024, reconnaît qu'ils se sont basés sur une publication qui est écrite par une femme en premier auteur, mais il donne le prix Nobel à son mari, aux co-auteurs, aux 2 co-auteurs de l'article. Donc vous voyez que l'effet Mathilda, c'est pas que du passé. Il n'y a pas de maths en prix Nobel, c'est la médaille Fields. Les mathématiciens font pas mieux, hein. 2 femmes, s'il vous plaît, souvenez-vous de leur nom, Mariam Mirzakhani en 2014, Marina Viazovska en 2022. Souvenez-vous de leur visage, des mathématiciennes absolument remarquables, mais évidemment, il aurait pu y en avoir beaucoup d'autres. Je vous en donne quelques-unes ici, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Amy Noether, c'est quand même, elle a été déclarée comme la plus grande mathématicienne du XXe siècle, y compris par Einstein. Des mathématiciennes, des physiciennes, des informaticiennes,
Il y en a eu de partout. Je vous donne quelques exemples parmi ces femmes de la NASA. Vous avez, j'espère, vu le film Les figures de l'ombre ou Hidden Figures, et qui les ressort un petit peu de l'oubli dans lequel elles étaient tombées. Et vous allez me dire, ah ben oui, mais c'était des femmes noires au moment de la ségrégation aux États-Unis. D'accord, mais c'était le programme Apollo en 1960-69, d'accord. Sauf que en 2019, il y a eu une sortie extravéhiculaire à partir de la station orbitale internationale, la première sortie extravéhiculaire qui soit que féminine. Elle a dû être reportée parce qu'en fait, ils s'étaient pas rendu compte que les combinaisons, ça allait pas pour les femmes. Donc voilà, on a reporté des choses aussi stupides que ça. Bah oui, enfin, pourquoi les mensurations des femmes sont différentes de celles des hommes? Franchement. Alors, pourquoi il faut des femmes dans les sciences? Pourquoi je vous ai fait tout ça et que je vais dépasser maintenant et que je vais me faire disputer? Nous avons face à nous des défis absolument considérables. Nous devons garder la planète vivable parce que oui, nous avons découvert des milliers d'exoplanètes, mais non, nous n'irons jamais sur une autre exoplanète, jamais. Les distances dans l'univers, tous les gouvernements du monde auront beau se rouler par terre, ne changeront pas, rien que pour aller sur l'exoplanète qui tourne autour de l'étoile la plus proche qui s'appelle Proxima du Centaure, vous faites le calcul, elle se trouve à 40 000 milliards d'années-lumière. La sonde actuelle qui va le plus vite, c'est 17 km par seconde. Vous divisez 40 000 milliards de kilomètres par 17, vous trouvez le nombre de secondes et vous transformez ça en jours, en heures, en jours, en années, et vous tombez sur 74 000 ans. Donc non, nous n'irons jamais sur une autre planète. La terraformation de Mars, c'est une vaste fumisterie, oui, comme il m'enregistre, j'ose pas le dire. Et nous devrons donner à boire, à manger, fournir de l'énergie, de la santé pour les 9 milliards d'êtres humains qui vont peupler cette planète. Tout ça en limitant le réchauffement climatique, en gardant des ressources pour les générations qui nous suivent. Et donc, ces défis, ça dépend des sciences et des technologies. Et c'est des métiers qui sont autant pour les hommes que pour les femmes. Et on a besoin de tous les talents. On ne peut pas se priver de la moitié des talents de l'humanité pour essayer de relever ces défis. On sait que les équipes mixtes sont plus efficaces, plus innovantes, plus productives que des équipes très genrées. Donc, pour arriver à trouver la façon de s'adapter à cela, nous avons besoin d'équipes qui soient mixtes. En plus, ce sont des métiers qui sont rémunérateurs. Il n'y a aucune raison que les filles se privent de ces filières-là. Les scientifiques construisent le monde de demain. Et pour essayer d'avoir une société qui soit plus égalitaire, les femmes doivent prendre toute leur place aussi dans cette construction du monde de demain. La révolution du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est juste un drame absolu parce que ça fait partie des domaines qui sont les moins féminisés, moins de 10% de femmes dans ces domaines-là, et pourtant, ça a un impact sur nos vies qui est considérable, et du fait que c'est fait essentiellement par des hommes, testé sur des hommes pour des hommes, eh bien, sans surprise, les intelligences artificielles sont sexistes, sont racistes, sont homophobes, elles ont exactement les défauts qu'ont des équipes très genrées. Il faut de la diversité. Nous avons une société avec de la diversité, les équipes de recherche doivent être diverses aussi. Quelques exemples de problèmes du fait d'équipes qui n'incluent pas suffisamment de femmes. Vous savez que les ceintures de sécurité et les systèmes d'airbag ne sont pas conçus pour les femmes et donc sont plus dangereux pour les femmes que pour les hommes. Il faut quand même savoir que le premier mannequin avec une stature féminine a été mis dans les crash tests en novembre 2023. Il a fallu attendre qu'une ingénieure, Astrid Linder, entre chez Volvo et se dise, mais au fait, 1m77, je crois, et 77 kilos, quelque chose comme ça, c'est pas franchement la stature de toutes les femmes. Novembre 2023 seulement. Voilà, des choses comme ça.
Pour l'instant, seulement un ingénieur sur 4 un ingénieur sur 4 est une ingénieure. Et du coup, sans surprise, hein, au CNRS, des pourcentages ridicules de femmes dans les filières de physique, d'informatique, de nanotechnologie, d'électronique, etc. Toutes ces filières d'avenir. Pareil, un nombre ridicule de femmes au niveau des ingénieurs et techniciens dans les sciences de l'ingénieur et de l'instrumentation. Et vraiment, on peut se poser la question de savoir pourquoi on arrive à ces inégalités. Non, ce n'est pas du tout parce que les hommes ont des prédispositions cérébrales à faire du calcul et puis les femmes à lire des poèmes. Non, c'est pas ça du tout. Les compétences cognitives, il a été prouvé par l'imagerie cérébrale que les compétences cognitives sont exactement les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Donc, arrêtez le mythe du cerveau rose et du cerveau bleu, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Les performances scolaires des filles est supérieure d'une façon très générale à celle des garçons, et c'est à cause des stéréotypes et des idées reçues qui vont conduire à cette exclusion des femmes des sciences. Et je ne veux pas dire que les filles vont s'auto-censurer. Souvent, on entend dire les filles s'auto-censurent. Non, s'auto-censure, c'est leur responsabilité. Ça, c'est la double peine, parce que c'est la société qui va, à cause de ce carcan des stéréotypes, va exclure les filles des sciences. Donc, c'est les carcans sociétaux qui censurent les jeunes filles. Je vous donne quelques exemples ici, à la maison, à travers les jouets, à l'école, dans les médias. Hein, je vous laisse découvrir cette aberration. Oui, bien sûr que les jeunes doivent faire du sport, mais oser écrire que il faut que les filles fassent du sport pour avoir une silhouette plus harmonieuse et prévenir le stockage des graisses et de la cellulite. Non mais et c'est 2022, hein, c'est pas très ancien. Pareil pour les jeux, exactement le même produit. Quand on met à l'effigie d'un petit garçon, on fait une boîte bleue et il a une blouse de laboratoire. Il va utiliser ce produit pour faire des essais. Et puis par contre, quand on met une petite fille, le rose. Et puis c'est pour s'amuser à faire des cosmétiques. Mais c'est pas croyable. Mais également au niveau du ministère, quand ils recrutent des enseignants et des enseignantes, alors ils ont fait des progrès. Ils ont mis 2 affiches, une avec une femme, une avec un homme. Ah oui, d'accord. La femme, si vous faites ces études, c'est pour devenir professeur des écoles. La femme, le t-shirt rose, il faut pas perdre les bonnes habitudes, et elle est agenouillée à la hauteur des enfants, parce qu'effectivement, elle est dans les petites classes. Mais si vous êtes un homme pour faire ces mêmes études, eh ben dans ce cas, vous êtes les bras croisés devant un tableau parce que vous allez devenir professeur de collège ou de lycée. Donc, et ça, c'est février 2023. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des références féminines aux jeunes filles. On voit ici sur une étude qui date, hein, c'est 2018, on le savait déjà à cette époque-là. Si les jeunes filles connaissent une femme scientifique, elles auront statistiquement plus de chances d'envisager faire des sciences. Donc, c'est des actions qu'on fait ici. S'il y a des enseignants et des enseignantes dans la salle, n'hésitez pas, vous pouvez m'en parler. Donner des références féminines au travers de ces femmes qui viennent. Là, ce sera pas le 8 mars 2025 parce que c'est demain le 8 mars, donc ce sera mardi cette journée-là. Une exposition qui montre des femmes normales, qui soient pas Marie Curie. On n'a pas besoin d'être le top niveau du génie absolu pour être une femme scientifique. On peut être juste une femme normale. Les métiers scientifiques, j'ai pas le temps, ils font des tas il y en a vraiment pour tous les goûts, pour absolument tous les goûts. Et j'ai fini, sauf si tu me laisses quelques secondes pour revenir à l'astro et pour vous dire le 14 mars prochain, éclipse totale de lune, mais on la verra seulement en partie en France. Et le 29 mars, éclipse partielle de soleil, visible à 11h TU. Attention, c'est du TU, donc ce sera 12h et assez peu à Lyon. Visible, l'éclipse de soleil, c'est un jeu entre le soleil, la Terre et la Lune.
Et quand les trois sont parfaitement alignés, eh bien la Lune peut faire un cône d'ombre qui vienne jusque sur la Terre et du coup masquer le Soleil pendant la journée au moment à peu près de la nouvelle Lune. Mais ce n'est visible que par les gens qui sont là-dessous. Donc c'est tout petit. La Lune tourne autour du Soleil. Donc si elle est ici à un moment donné, 15 jours plus tard, elle va être là. Et là, la Lune, si on est toujours aligné, peut passer dans le cône d'ombre de la Terre. Et dans ces cas-là, ça va se produire de nuit, à peu près au moment de la pleine Lune, et ce sera visible par tous les gens qui sont sur la bonne orientation. Donc on a un peu tendance à penser qu'il y a beaucoup plus d'éclipses de Lune que de Soleil. Non, non, non. C'est juste à cause de ce mécanisme. Juste la petite bande de totalité pour l'éclipse de Soleil et un cône d'ombre beaucoup plus grand pour l'éclipse de Lune. Les différentes éclipses de Soleil, quand c'est parfaitement aligné, c'est l'éclipse totale. Le 29 mars, on sera en éclipse partielle parce que c'est pas un alignement parfait. Les conditions de l'éclipse de Lune, vous voyez, c'est en heure TU, là encore. Donc, il faut ajouter une heure. À Lyon, ça va commencer à 6h09, où elle sera dans la pénombre avant pour commencer la totalité. Mais elle doit se coucher, je crois, vers 7h. Donc, on va voir que la première partie de la totalité, s'il fait beau. Et c'est bien parce que du coup, ça nous fait lever 1 heure plus tôt que d'habitude, mais ça nous fait pas rester jusqu'à 3h du matin. Pour l'éclipse partielle de Soleil, donc vous avez la trace là-bas, on sera dans cette configuration-là, et vous avez ici la proportion. Donc vous voyez, c'est surtout dans l'Atlantique Nord, et à Lyon, ce sera pas beaucoup. 16% du Soleil occulté, c'est pas beaucoup. Si vous avez un déplacement en Bretagne, prévoyez-le plutôt aux environs du 29 mars. Le 29 mars est un samedi, donc vous prévoyez votre déplacement le 28 et vous restez là-bas. La prochaine, à ne surtout pas rater, celle du 12 août 2026, qui là sera totale. Elle viendra de l'Atlantique Nord comme ça et elle passera sur l'Espagne. Elle sera totale dans toute cette bande-là. Donc, notez sur vos calepins, quelles que soient les conditions sociétales, politiques, économiques, ça ne changera pas, même l'heure ne changera pas. Les prochaines et tout, non mais juste pour finir, attention, une seule chose, on ne regarde pas le soleil avec insistance, sans protection. Déjà à l'œil nu, ne regardez pas pendant 5 minutes avec vos lunettes de soleil, elles ne sont pas suffisantes pour couper tous les UV, et donc ça peut vous entraîner des dommages sur la rétine. C'est totalement indolore, mais c'est irrémédiable. Et surtout, ne jamais, 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 jamais regarder le soleil à travers un instrument aussi petit soit-il, non protégé. Jamais, ça ne jamais faire. Parce que là, la brûlure est quasi instantanée étant donné l'intensité lumineuse. Voilà. Et du coup, il faut qu'il fasse beau. On prévoit le beau temps pour le 29 mars, mais on n'est pas sûr. Merci.